Plus d'une trentaine d'universités et instituts supérieurs forment les étudiants dans le secteur des hydrocarbures. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Comme vous le savez, ici c'est le temple de l'énergie. Nous réfléchissons sur des thématiques qui concernent les secteurs énergétiques mais également environnementaux. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ces sujets très intéressants, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les décideurs, que ce soit pour les femmes maraîchères, et c'est intéressant pour nous tous. Quels sont les défis et enjeux de la formation pétrolière en RDC? Quels sont les défis et enjeux de la formation pétrolière en RDC? Mais également, nous allons aussi jeter un regard sur la formation pétrolière dans différents pays africains. Et nous allons en parler avec notre invité qui est là, ingénieur James Osako. Bienvenue. Merci. Vous êtes déjà un habitué de cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons vous recevoir sous plusieurs casquettes comme d'habitude. Mais quelle est la nature que vous allez nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens sous la casquette du scientifique et du professionnel du secteur pétrolier. Voilà. Alors, il a plusieurs casquettes. C'est un habitué de cette émission. Nous allons réfléchir avec lui, un ingénieur pétrolier. Il évolue dans le secteur. Il fut à un moment aussi assistant à l'Institut du pétrole et du gaz, la première institution de formation pétrolière ici en RDC, la première, voire même en Afrique centrale. Et c'est avec lui que nous allons réfléchir. Ingénieur, le secteur des hydrocarbures est évolutif. S'il y a le 20 dernières années, il n'y avait pas des instituts, il n'y avait pas de département, mais aujourd'hui, les ingénieurs sont formés régulièrement. Un état des lieux de ces secteurs de formation. Un état des lieux, si je peux faire de manière brève. En fait, le secteur d'hydrocarbures avant, c'était un secteur où il n'y avait pas de formation dédiée. C'était juste un secteur où on faisait des formations pratiques par rapport aux besoins des industries. Mais actuellement, les choses ont évolué. Les sciences des hydrocarbures sont devenues toute une science à part entière. Bien sûr, c'est une science qui est accompagnée de plusieurs disciplines, mais néanmoins, il y a des techniques où pour apprendre et se mettre à l'aise, il faudrait faire nécessairement la science pétrolière. Et c'est alors que plusieurs institutions ont réfléchi sur la possibilité d'insérer des formations pétrolières au sein de leurs universités. Et la première institution qui a commencé, c'est l'IPG, mais sous son ancienne formule IZP. Ça a évolué. En fait, c'était l'initiative du président, du fait président Mobutu, qui voulait avoir des pétroliers zaïrois. Et comme il voulait avoir des pétroliers zaïrois. Comme il était un bon nationaliste. Oui, il était un bon nationaliste. Nous nous rappelons avec la zaïranisation, bien que ça ait eu beaucoup de conséquences par la suite. Mais l'idée en soi n'était pas mauvaise. C'était plus l'applicabilité qui a posé problème. Mais ce sont des gens qui réfléchissent sur l'avenir du Congo pour le Congolais et par le Congolais. Alors pratiquement, l'IPG a commencé quand? L'IPG... 2001, 2000? Non, 2000, 2001, c'est beaucoup plus trop tôt. Je pense que l'IPG a commencé parce qu'à l'époque où moi, j'ai eu l'invitation de l'IPG, c'était en 2004. Moi, j'étais encore en préparatoire de la Polytechnique. Ça m'a séduit et c'est alors que je n'ai pas vraiment changé d'orientation. J'ai juste utilisé une partie de mes ambitions qui étaient favorables. Parce qu'avant, je ne savais pas qu'il y avait une science pétrolière où on étudiait la pétrochimie, tout ça, dans un institut supérieur ou bien dans une université. J'ai eu les dépliants de l'IPG. Le premier dépliant de l'IPG que j'ai touché, c'était en 2004. Mais l'IPG avait déjà commencé, il avait déjà sorti ses premiers ingénieurs. Donc, si je peux estimer, là, je le dis de manière personnelle, évidemment, à titre estimatif. Donc, c'était dans les années 1999, 99 pour le français, et 2000. C'était à cette période-là. Alors, nous sommes en train de parler de ces sujets. Nous allons vraiment entrer en profondeur. Quels sont les défis et enjeux de la formation pétrolière en RDC? Mais nous allons aussi jeter un œil sur ce qui se passe dans les continents. Mais entre-temps, l'actualité oblige, nous allons retrouver en image les lancements de cette collaboration qui commence entre l'entreprise Alpha Giri et Sonatrach. Ces lancements a été fait par la vice-ministre des hydrocarbures, Excellence Wivine Moleka. Suivant.
La vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, a lancé le travaux des négociations mardi 9 mai 2023 devant les différentes parties prenantes. Intervenant à l'occasion, elle a relevé que ces travaux est une étape ultime dans le processus de l'appel d'offres pour l'attribution du bloc gazier Iwan-Djofu du lac Kivu, amorcé depuis le 28 juillet 2022 et à l'issue duquel Alpha Giri Energy Corporation, SARL, a été déclarée entreprise adjudicataire. Dans le cadre de la loi portant régime général des hydrocarbures promulguée en 2000, le gouvernement de s'inscrire dans la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi d'abord, en exploitant les ressources gazières dissoutes dans les eaux du lac Kivu. Ensuite, d'en assurer une exploitation sécurisée et enfin de fournir l'électricité ou d'autres biens aux populations qui en ont tant besoin. Je vous invite donc à des échanges sereins, conviviaux, constructifs, responsables et fructueux, et tout cela pour l'intérêt évidemment de la République démocratique du Congo et également pour l'intérêt de ses partenaires ici présents dans une logique dite win-win. L'exploitation du gaz du lac Kivu sera une première en République démocratique du Congo. Depuis l'indépendance, elle va permettre à la population de bénéficier de l'électricité comme c'est le cas dans certains pays voisins. On rappelle, c'est en janvier 2023 que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, avait publié les noms des sociétés qui étaient sélectionnées à l'issue de l'appel d'offres pour exploiter 3 blocs gaziers du lac Kivu. Il s'agissait de Dimbios Power et Red pour le bloc Makelele, Wind Exploitation and Production LLC pour Bloc Induit et Alpha Giri Energy Corporation, société canadienne Iwan-Djofu. À l'issue de ces travaux viendra l'étape de la signature du CPP qui permettra à l'entreprise de débuter les travaux de la transformation du gaz proprement dite. Alors, nous avons suivi, vous étant qu'un professionnel dans ce secteur, la démarche sur les appels d'offres évolue à grands pas. Okay. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle bloc pétrolier et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous suivez tout ça? Nous sommes satisfaits parce que j'aimerais faire une petite historique. En fait, au sein de l'IPG, j'étais la deuxième personne à parler sur la valorisation du gaz méthane du lac Kivu. La première personne, c'était l'ingénieur Jérès Mofokolo, une promotion avant la nôtre. En fait, en son temps, on a remarqué que le gaz dissous de la Kivu constituait à la fois une richesse non exploitée et aussi un danger. Un danger environnemental. Voilà, un danger non seulement environnemental, mais ça peut affecter non seulement la faune, il y a la flore, il y a aussi les êtres humains. Parce que le gaz méthane, c'est un gaz très inflammable, supérieur même à l'essence. Donc, s'il y a propagation de ces gaz, si ça se propage à la Tchangou, eh ben, ça peut brûler les gens jusqu'à Lukunga. Alors, si nous voyons de telles initiatives, nous ne pouvons que être heureux parce que d'une part, l'exploitation de ces gaz va représenter une richesse qui sera à la disposition de la population. C'est une joie pour vous? Non, c'est pas seulement une joie, c'est tout un bonheur. Tout un bonheur. Ouais. Alors, revenons, parce que là, nous sommes en train de parler des défis et enjeux de la formation pétrolière en RDC. Est-ce que c'est vraiment de l'impératif pour la RDC ou l'Afrique de développer une main-d'œuvre locale dans ces secteurs? Je dirais un impératif, oui. Comment vous justifiez ça? Et je le justifie en ce sens que actuellement, si tu n'as pas une autonomie énergétique, tu es dominé. Parce que comme je dirais, la nature a des ressources inférieures aux besoins de l'être humain. Et pour que ces ressources puissent... La répartition est inégale. Non seulement l'inégalité de répartition, mais la disponibilité, elle ne répond pas en fait à la demande. Alors pour faire cet équilibre, il y a des ressources qu'on doit exploiter sous plusieurs formes. Et voilà pourquoi quand tu as une autonomie énergétique, tu es fort. Parce que l'énergie te donne une autonomie
De l'armée, ça te donne une autonomie. De la science, ça te donne plusieurs Et autonomies. l'assiette? Même cela. Ça, il faut jamais l'oublier. Parce que même le panier du ménagère dépend du pétrole. Parce que les ménagers, tels qu'ils sont là, ils ont besoin de mobiliser ou bien de faire, de placer leurs biens d'un point A à un point B. Et pour cela, le pétrole intervient. Donc, le pétrole, c'est vraiment une ressource indispensable actuellement pour le vécu quotidien d'un être humain. Ces plateaux, il y a plusieurs pétroles transformés sous plusieurs formes. Sans pétrole, peut-être on ne serait pas, vous et moi, en train de tenir cette émission. Il n'y a pas la vie sans le pétrole, on ne cesserait de le dire. Ici, nous soutenons l'exploitation rationnelle du pétrole, des hydrocarbures, du gaz et nous continuerons à soutenir toutes les initiatives dans ce sens et nous sommes là pour ça. Ingénieur, est-ce que les conditions sont réunies? Apparemment, c'est un impératif. Est-ce que nous avons des infrastructures? Est-ce qu'il y a des bâtiments? Est-ce qu'il y a des laboratoires? Est-ce qu'il y a la technologie ou bien on veut juste compléter la liste des formations? Bon, je dirais en termes un peu, ça paraît brutal. Donc, jusque-là, nous sommes en phase d'essai. Donc, 20 ans durant, parce Ouais. qu'on a commencé à former il y a plus de 20 ans. Ouais, je dirais La phase que d'essai continue. la carence pétrolière en RDC, elle est du point de vue ressources humaines, du point de vue infrastructure, du point de vue défi aux besoins de la population. Alors, ce Parce que- n'était pas les moments de lancer de telles formations? Bon, je peux dire que la formation, elle vient avant la réalisation. Parce qu'il faut avoir la technologie avant d'appliquer cette technologie. Donc, je pense que ce n'était pas précipité. Sauf que à un moment, à un temps T, à un moment M, il fallait que les développements de l'industrie pétrolière puissent suivre l'établissement ou bien l'allure de la formation. Si la formation évoluait de manière linéaire, les développements de l'industrie devaient être de manière exponentielle. Et aujourd'hui, c'est Mais- quoi le constat? C'est Le constat est, l'inadéquation, je peux le dire de manière physique. un En déséquilibre. fait, la formation est en mouvement rectiligne, uniformément varié dans l'accélération, mais tandis que l'industrie est en mouvement rectiligne uniforme. Ça pose problème. Ça pose problème, ça pose énormément de problèmes parce qu'on aura beaucoup de main-d'œuvre, mais pas d'emploi pour répondre aux besoins de cette main-d'œuvre. Voilà, on est arrivé à ce niveau-là. Beaucoup de main-d'œuvre, mais pas d'emploi. Dans cette condition-là, est-ce qu'on peut espérer le développement de ces secteurs, des formations? Ok, on peut l'espérer s'il y a une volonté réelle. Pourquoi je parle de volonté réelle? Volonté politique ou de quelle volonté vous Bon, parlez? c'est un ensemble de tout. Parce que il n'y a pas seulement le politique. Moi, aujourd'hui, je m'inscris en faux sur cette théorie. On dit que c'est la tête qui doit tout faire, ainsi de suite. Parce qu'il y a eu la base pyramidale qui a influencé la tête. Et nous sommes plus dans un contexte où la base se trouverait à la tête pour revenir vers le sommet qui se trouve en bas. Et cette conception-là, ça va nous bloquer. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille en synergie. Les politiques ou bien les politiciens eux-mêmes ne peuvent rien faire. La population doit amener sa part dans la construction pour qu'on évolue. Parce que nous sommes des scientifiques formés dans des secteurs pétroliers. Nos dirigeants sont, par exemple, pluridisciplinaires et ils exercent dans le secteur pétrolier. C'est à nous de porter l'expertise adéquate. Aujourd'hui, on cherche à exploiter les gaz méthane du lac Kivu. Mais on est obligé de faire l'appel d'offres des sociétés étrangères. Est-ce que le bailleur de fonds congolais met les fonds nécessaires pour accompagner notre secteur pétrolier? Est-ce que les scientifiques congolais réfléchissent jour et nuit pour avoir la technologie adaptée à l'exploitation de ces gaz? Il y a des points d'interrogation dans tous les secteurs. Et résultat, c'est que nous sommes toujours dans cette conception coloniale, esclavagiste, que le Mundele arrive pour que nous soyons autonomes. Or, le Mundele ne vient pas comme l'armée d'Issali te prêcher l'évangile pour ton bien. Il vient pour Guerre ses d'intérêt. intérêts. Voilà. Et des intérêts dans une proportion inégalement répartie. Alors, ils nous suivent de partout, au Sénégal, les étudiants qui évoluent aussi dans le secteur pétrolier, je vous salue. Au Cameroun également, l'université de Marois, je vous Ok. salue. Congo-Brazzaville, université Maringouabi, à Pointe-Noire également, ils sont de partout. L'Afrique bouge aujourd'hui Justement. dans ce secteur des hydrocarbures. Quel est le message?
Comment vous faites cette lecture maintenant dans différents pays, que ce soit au niveau du Maghreb, dans plusieurs universités, il y a même des bureaux d'études qui naissent. Comment vous faites cette lecture? Est-ce que c'est les bons moments ou bien c'est... Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Moi, je dirais que c'est les bons moments de frapper, non seulement de frapper, parce qu'actuellement, l'Afrique est en train d'essayer de frapper. Mais c'est les bons moments de frapper et de frapper fort. Pourquoi? Parce que la géopolitique pétrolière change le monde, change même le cours de marché internationaux, ça change même le vécu et le rapport de force. Alors, moi, j'aimerais que les Africains se réveillent dans cet esprit de nos pères panafricains qui ont Kwame Nkrumah, pensé à Nelson Mandela et tous les Kwame autres. Nkrumah, Nelson Mandela et les derniers panafricains que je salue, le colonel Mohamed Kadhafi, Mohamed Kadhafi. qui est mort à cause de ses opinions africanistes. Voilà. Donc, moi, je pense que nous devons travailler en synergie. Vous venez de citer nos amis du Cameroun, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, de la RDC, du Maghreb. Nous devons, nous, étant qu'acteurs du secteur pétrolier, créer des réseaux et travailler en synergie. Moi, je vais mille fois aimer, je ne suis pas discriminatoire, mais je vais mille fois aimer si le Congo-Brazzaville est avancé dans une technologie pétrolière, que la RDC fasse un appel d'offres à cette société-là congolaise de Brazzaville. Je vais aimer si la RDC est évoluée dans un tel domaine que Congo-Brazzaville fasse appel aux experts de la RDC. Ça fera de l'Afrique une Afrique forte. Parce qu'actuellement, l'Afrique, on nous prend comme des gens qui doivent être dans la distraction, dans les femmes, dans la boisson, dans la musique. Mais on ne nous prend pas au sérieux. Vous remarquez, actuellement, il y a eu ces débats sur Maître Gims qui parle science. Et science que les Blancs ne savent pas démontrer. Que l'électricité est made in Afrique. Oui, oui, mettez de l'Afrique, de l'Égypte, l'électricité en champ magnétique. Moi, je pense que si Gims défendait la théorie de Tesla, il aura beaucoup plus de crédit. Mais comme il défend une théorie liée à l'homme noir qui est soi-disant, qui n'est pas soi-disant entré dans l'histoire, eh bien, ça pose problème. Moi, je veux que l'Afrique sera sérieuse lorsque cette Afrique se reconnaît ses capacités, reconnaît ses compétences et les compétences de ses fils. Si on se met par exemple, il y a une technologie de pointe dans l'industrie pétrolière inventée par l'ingénieur Pepito Sakasaka, eh bien l'IFP aura peur de toi parce qu'il saura que non, en tout cas cette ingéniosité dépasse ce que nous avons découvert il y a 10 ans, 5 ans ou bien actuellement. Et voilà. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Toi, qui es jeune aujourd'hui, étudiant dans les secteurs des hydrocarbures, tu as un défi énorme, peu importe les difficultés. Alors, nous réfléchissons, quels sont les défis en jeu de la formation pétrolière en RDC? Ingénieur, apparemment, vous êtes très motivé, vous êtes très positif. Okay. Vous vous donnez comme mission de répondre aux défis, aux enjeux, mais soyez un peu concret. Les amis que nous regardent, beaucoup ont fini dans ces secteurs des hydrocarbures. Ils ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans sans emploi. D'autres aussi mourront, laissez-moi un peu vous choquer, sans avoir vu le pétrole, sans avoir mangé les $100 ou les $100 du pétrole. Mais à tous ces amis-là, quoi dire? Bon, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas d'abord prendre le secteur pétrolier comme les secteurs qui présentent moins d'opportunités. Il faut savoir dans tout le domaine, il y a toujours ceux-là qui ont pu travailler selon leur domaine, ceux qui ont chômé, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'exercer leur métier et se sont retrouvés dans d'autres métiers. Ça, c'est une évidence. Mais ce qui blesse, c'est quoi? C'est la proportion. Il ne faut pas que la proportion des chômeurs dans un secteur dépasse celle de ceux-là qui exercent dans le secteur. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose dont il est passionné et qu'après cette chose-là n'est pas réalisée, il se retrouve autre part, il va travailler pour gagner son pain, mais il ne sera pas satisfait dans son âme, comme on aime bien le dire. Alors moi, je dirais aux amis, il n'y a pas à se décourager. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'exploitation pétrolière en RDC, elle est encore vierge. En Afrique aussi, la même réalité. Ce que les gens doivent faire, c'est les modèles Nigeria et les modèles angolais de la chose. C'est quoi ces modèles? Ces modèles, c'est de chercher à être autonome du point de vue ressources humaines et du point de vue industrie pétrolière. Et cette autonomie va sous un programme bien établi
Et ce programme est accompagné directement des formateurs dans le secteur pétrolier, des formés dans le secteur pétrolier et des acteurs décideurs de ces mêmes secteurs. Ces formateurs proviennent d'où? Au niveau des institutions publiques, des universités, ils proviennent d'où ces formateurs? Bon, le formateur, actuellement, la technologie pétrolière n'est pas une technologie cachée à l'Afrique, parce que l'Afrique l'a découvert, l'Afrique l'a étudié et l'Afrique a une expérience pétrolière approuvée. Je parle de l'Algérie, je parle du Nigeria, je parle de l'Angola, je parle du Congo-Brazza, je parle du Gabon. Il y a déjà de l'expertise africaine dont on peut se taper la poitrine. C'est vraiment prouvé. Et cette expertise-là est venue de différentes industries d'abord, et il y a des universités qui forment. Moi, je pense que les élites, les grands, ceux qui ont fait le nom dans le secteur pétrolier, ils doivent renvoyer l'ascenseur à cette génération nouvelle qui est en train d'emboîter les pas. Parce que le pétrole n'est pas seulement juste un domaine qu'on peut faire, mais c'est une richesse géostratégique. Quand je parle du pétrole, je parle du gaz, je parle des hydrocarbures. Voilà, donc nous devons nous mettre ensemble pour faire un pas significatif. Moi, j'aimerais si aujourd'hui l'excellence du secteur pétrolier. Donc, vous faites allusion à plus de synergie. Plus de synergie. Même s'il est chômeur, il peut adhérer à une structure. Bien sûr, d'ailleurs, nous travaillons pour ça, parce que nous voulons que le chômeur ne soit pas chômeur à 100%. Le problème, c'est d'être chômeur à 100%. À combien de pourcents alors? Donc, que les chômeurs soient chômeurs... Qu'ils soient le CRS informé. À 20%. Parce que pourquoi je dis 20%? Les domaines professionnels, c'est-à-dire j'ai l'honneur, tout ça, ainsi de suite, c'est juste le 20% de ce que quelqu'un peut réaliser dans son cursus pétrolier. Tu es un ancien, tu as fini dans le secteur pétrolier, soit chercheur, soit membre d'un bureau d'études, soit membre d'une association de pétroliers, organiser des séances, des débats, participer dans des émissions, faites des séminaires, des ateliers, faites-vous connaître, réfléchissez sur un ouvrage du secteur, formez-vous, informez-vous et publiez. C'est ce que nous demandons. Mais il te dira, ingénieur, il te dira qu'il n'a pas de capital, il n'a pas d'argent. Ok. Moi, je pense que le bon capital, c'est l'idée d'abord. Quand tu as déjà l'idée, le reste va suivre. Comme dit le laboureur et ses enfants, c'est l'éléphant qui manque le moins. Donc, il faut un travail en amont. Tu ne peux pas dire parce qu'il n'y a pas d'emploi, moi non plus, je ne réfléchis plus pétrole, puisqu'il n'y a pas d'emploi. Réfléchis pétrole, les jours où la compétence va rencontrer l'opportunité et ça sera un boom, comme on aime le dire dans notre secteur, le boom pétrolier. Alors, quelle est la responsabilité de l'État? Parce que l'État est les garants, nous avons un ministère, nous saluons les ministres des hydrocarbures qui est au four et au moulin pour cette opération des appels d'offres, mais également la vice-ministre, la première femme vice-ministre des hydrocarbures en RDC, Excellence Wivine Mouleka, le cabinet, tous les membres du cabinet, le secrétaire général tenu par M. Sylvain Christian Kankou et à tout le personnel, nous vous saluons. Quelle est la part de responsabilité des autorités étatiques dans cette problématique des enjeux liés à la formation pétrolière en RDC? L'État, c'est un pourvoyeur. L'État, c'est comme dans la structure familiale. L'État, c'est le papa. C'est lui qui doit mettre le pain sur la table, c'est lui qui doit payer les frais. Et nous autres, les acteurs dans le secteur formel, informel, nous autres, les scientifiques, nous autres, les étudiants ou bien les anciens étudiants, nous sommes comme des enfants dans une famille. Il y a un temps où papa doit chercher le pain, mais il y a un autre temps où les enfants doivent devenir autonomes. Parlant maintenant de papa qui cherche le pain, nous avons vu tout à l'heure là l'initiative de l'État, faire des appels d'offres et tout ça, tout ça. Mais moi, je pense que notre État se concentre plus sur l'industrie, mais l'État ne se concentre pas plus sur la ressource humaine, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Cette machine qui produit... Cette machine qui va utiliser cette industrie, ou bien cette machine qui sera utilisée dans cette industrie. Je vais vous scandaliser, il n'y a pas un programme étatique d'accompagnement des universités de formation pétrolière. Il n'y a pas un programme étatique de bourses d'études dans de formation pétrolière. Ce sont des bourses générales qui arrivent de pays frères et qui donnent dans toutes les sciences possibles. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas d'être
dans le général, l'État doit établir un programme pétrolier de la RDC. Pour Un programme accompagner... où on sait que dans 5 ans, on aura par exemple 500 ingénieurs pétroliers. Dans 10 ans, on aura par exemple 600 gestionnaires à pétrole. Dans 15 ans, on aura autant de géologues. Maintenant, par rapport à ces géologues et tout ça, combien de raffineries on aura dans 5 ans? Combien de raffineries on aura dans 10 ans? Combien de champs de pétrole qui seront exploités dans 5 ans et dans 10 ans? Le programme ne doit pas seulement rester un programme du ministère dans un bureau, mais ça doit être un programme partagé de manière générale. Un étudiant qui fait le pétrole aujourd'hui, il sait que dans 5 ans, il y aura des raffineries. On nous signale Voilà. que le temps est vraiment imparti. OK, Vous préparez une soirée des galas. justement. Qu'est-ce qu'il en est exactement, rapidement? Nous préparons un gala qui sera fait chaque année. Ça, c'est la première édition. C'est prévu pour Nous, quand? c'est l'IPG-ID, Institution du pétrole et gaz, intelligence and development. C'est une ONG dans le secteur pétrolier. Et nous organisons en fait un gala qui sera à l'hôtel Memling le 23 juin, vendredi 23 juin 2023. Et dans ces galas, nous allons faire un pont, comme on vient de le dire tout à l'heure, entre le monde scientifique, étudiants, professeurs, le monde professionnel, industrie pétrolière et nos dirigeants. Nous allons faire un pont Un entre cadre ça. d'échange. Non, on va d'abord faire un pont parce que c'est la première édition. Et après, ça deviendra un cadre d'échange annuel. On va se retrouver autour d'une table où les étudiants vont produire des projets, des propositions de développement de l'industrie pétrolière, où les sociétés pétrolières vont dire non, c'est faisable, on peut Ça nous dénicher ces intéresse. étudiants pour les appuyer financièrement, où l'État se dira, bon, comme les sociétés pétrolières ont pris le pas, moi, l'État, j'ai garanti les intérêts de ces sociétés pétrolières, j'ai garanti aussi les intérêts de ces étudiants pour qu'ensemble, nous soyons dans une collaboration win-win-win. Alors, nous allons accompagner cet événement prévu Ok. au mois de juin. Nous allons accompagner, communiquer Justement. pour que ça nous intéresse et le développement de notre secteur nous intéresse également. Quelles sont les conditions? On va y revenir pour une Ok. émission spéciale Ok. et toute la réalité. Nous allons vraiment vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en une phrase? En une phrase, ce qu'on peut retenir, l'industrie De pétrolière, notre sujet également. de notre sujet, j'ai dit l'industrie pétrolière par rapport à ses opportunités, moi je l'appelle, excusez-moi de m'exprimer en lingala, j'appelle l'industrie pétrolière Nzete Yambila. Nyonso na ye tosalelaka. Tosalelaka mbila, tosalelaka ndika, En français, tosalelaka tout pour ça. ceux qui nous suivent un Donc, peu c'est partout. pour dire que l'industrie pétrolière, c'est comme un palmier. Et dans chaque On utilise dimension, les noix, il y a on toujours des utilise, opportunités, les il y a racines. toujours d'importance. L'industrie pétrolière est énergétique, elle est aussi non énergétique. Non énergétique, le pétrole accompagne la couture, le pétrole accompagne l'informatique, le pétrole accompagne tout ça. La vie est Énergétique, pétrole. énergétique, la vie est pétrole. Énergétique, en venant ici, nous avons consommé du pétrole. Les transports, tout ce qu'il y a. Donc, comme ça représente une richesse indispensable, et j'aimerais aussi dire à tout le monde, le pétrole ne sera pas remplacé à 100%. Ce sont des portions de pétrole qui seront remplacées parce qu'on aura toujours besoin du pétrole. Voilà. On aura toujours besoin du pétrole. Il n'y a pas la vie sans pétrole, permettez-moi de le dire. Il n'y a pas de développement également sans pétrole. Et nous allons parler pétrole, 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 pétrole. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec la force, la foi, mais surtout Mingi Mingi avec de l'énergie. Au revoir.